va écouter le dernier groupe pour aujourd'hui, donc 2 élèves de secondaire de Ottawa. Ils vont parler de tours cellulaires. Bonjour à tous. Excusez-nous pour le retard. Donc, moi, je m'appelle Mathurin. Et moi, je m'appelle William. Donc, on est en seconde au lycée Claudel. Et notre problématique nous a été donnée par un chercheur à l'université de Carleton, à Ottawa. Alors, dans un plan, on place un nombre n de tours d'une manière aléatoire. On donne ensuite une fréquence à chaque tour. Quel est le minimum de fréquence nécessaire pour qu'un téléphone puisse toujours trouver au moins une fréquence qui est unique? Dans un premier temps, nous avons examiné le minimum de fréquence nécessaire quand les tours sont sur les côtés d'une autoroute placée à équidistance. Après avoir trouvé une solution, nous avons aussi avec un plan où les tours sont placées d'une manière aléatoire dans une ville. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, mais la première fois qu'on écoute la problématique, on ne comprend pas très bien. Donc, il faut imaginer que vous êtes dans une ville avec votre téléphone et que vous voulez appeler un ami. Donc, le téléphone, il doit se connecter à une tour qui a une fréquence. Et sa fréquence doit être unique, parce que si sa fréquence n'est pas unique, vous pourrez entendre l'appel de quelqu'un qui appelle sa mère, par exemple, et il va y avoir des interférences. Alors sur l'écran est maintenant affiché un exemple d'un plan quelconque où chaque point représente une tour et le nombre qui est avec correspond à la fréquence attribuée. Alors cette distribution peut fonctionner dans certains cas, comme ici, à gauche, où il y a 2 tours de fréquence 3, mais une tour de fréquence 1. Mais dans la deuxième zone, à droite, on peut constater qu'il n'y a aucune fréquence unique. Il y a 3 fréquences 1 et 2 fréquences 2. C'est le plan d'une zone de réception qui ne possède pas une tour avec une fréquence unique, alors tout le plan n'est pas valide. Alors, avant qu'on s'attaque à un plan qui s'étale sur toute une ville, la première partie de la problématique, les tours sont placées le long d'une autoroute. Donc on s'est d'abord posé la question pour une tour, combien de fréquences a-t-on besoin? Donc c'est simple, c'est une. Après, pour 2 tours, la réponse est évidemment 2, puisque 2 tours l'une à côté de l'autre ne peuvent pas avoir la même fréquence, sinon il n'y aurait pas de fréquence unique. Donc, cela nous a donné une information essentielle, parce que maintenant, du coup, on sait que 2 fréquences côte à côte ne pourront jamais avoir la même fréquence. Donc, après, on se demande de combien de fréquences a-t-on besoin pour 3 tours. La vraie question, c'est plutôt, est-ce qu'on a besoin de remettre une fréquence? Donc, on sait qu'on ne peut pas utiliser la fréquence 2, car la tour à côté d'elle a déjà la fréquence 2. On a conclu qu'on peut réutiliser la fréquence 1, puisque les 2 tours de fréquence 1 sont séparées par la tour de fréquence 2, et que par conséquent, elles ne peuvent pas être dans la zone de réception sans que la tour 2 soit dans cette zone. Est-ce que vous avez tous compris? Okay. Je dessine ou pas? D'accord. Je dessine ici. Ok. Alors, on va essayer de dessiner un schéma pour que vous compreniez. Donc, s'il y a 3 tours sur une autoroute, avec les fréquences 1 et 2, on ne peut pas réutiliser la fréquence 2, puisque 2 fréquences côte à côte ne peuvent pas avoir... 2 tours côte à côte ne peuvent pas avoir la même fréquence. Du coup, si on réutilise la fréquence 1, les zones de réception passent forcément par la fréquence 2. Ok? Donc, ça commence à devenir compliqué quand on arrive à 4 tours. Si on essaie de faire en sorte que la 4e tour a de nouveau la 2e fréquence,
toutes les zones de réception sont possibles, sauf une, celle qui comprend les 4 tours, puisqu'il n'y aurait plus de fréquence unique. On est alors obligé de changer la dernière fréquence de la tour. On place la fréquence 3. Donc ça nous amène à 2 constatations. Dans n'importe quel réseau de tour, il faut toujours avoir une fréquence une tour qui ne partage pas sa fréquence, c'est la fréquence unique. Et lorsqu'on ajoute une nouvelle tour, on doit seulement observer comment sa fréquence interagit avec les autres. Puisqu'on sait déjà que la disposition marchait avant d'ajouter cette fréquence. Il y a une troisième remarque qu'on peut faire en regardant attentivement la disposition des tours quand il n'y a que 3. Alors, ce qu'on observe est une sorte de symétrie avec la même fréquence de chaque côté de la fréquence unique. On peut ensuite déduire qu'avec l'introduction de la troisième fréquence allouée à la 4e tour, que celle-ci est maintenant la fréquence unique. On peut ensuite penser que cette idée de symétrie peut continuer avec la nouvelle fréquence et qu'on aura les mêmes fréquences rangées dans le même ordre des 2 côtés de la fréquence unique. Si on regarde de nouveau le rangement des tours quand il n'y a que 2, on remarque qu'on peut placer les fréquences soit dans l'ordre 1, 2 ou dans l'ordre 2, 1. Cela nous a ensuite donné l'idée que si les tours sont toutes en accord dans la disposition 1, 2, 1, 3, tout en haut là-bas, ça veut aussi dire qu'elles seront en accord dans la disposition 3, 2, 1, 2. On peut ensuite continuer cette idée de symétrie où la fréquence unique est placée à la même fréquence autour d'elle. On peut conclure que la disposition 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1 est valide. Maintenant, quand vous regardez la disposition des tours et que vous rencontrez une nouvelle fréquence, essayez de visualiser toutes les tours qui la précèdent comme une des 2 parties d'une nouvelle disposition. Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, pour comprendre ces notions, était de schématiser les fréquences comme des pyramides. Quand on complète une pyramide, on met la prochaine fréquence unique en haut à droite et on reconstruit une nouvelle pyramide. Cela continue indéfiniment. Ici, dans le schéma, on commence avec une pyramide de 3 tours. Celle-ci complète car elle forme un triangle. Alors on ajoute le 3. Maintenant, la nouvelle pyramide est incomplète et on doit la terminer en redoublant la pyramide 1, 2, 1. Quand celle-ci est complète, on ajoute la fréquence 4 et on recommence le cycle. Donc maintenant, il faut transformer les idées dites en français en termes mathématiques. Donc la méthode qu'on utilise pour associer à chaque tour une fréquence est la suivante. On prend une première tour, on y met la fréquence 1, elle sera la plus commune du réseau et sera placée toutes les 2 tours, ce qui signifie qu'elle sera sur la moitié des tours du réseau. Donc, la moitié de quelque chose peut s'écrire aussi 1/2. Et 1/2 peut s'écrire 1 sur 2 puissance 1. La prochaine fréquence apparaît toutes les 4 tours et représente 1/4 des tours du réseau. 1/4 peut s'écrire aussi sous la forme de 1 sur 2 puissance 2. On constate alors que chaque fréquence f apparaît toutes les 2 puissances f tours, comme affiché au tableau. Une remarque qu'on peut faire aussi, c'est que la première fois qu'une fréquence est introduite dans la série, c'est la position 2 puissance f moins 1. Même si la fréquence 1 est attribuée tous les 2 tours, elle apparaît pour la première fois sur la première tour, qui correspond à la position 2 puissance 0. Cela continue tout au long de la série. La fréquence 2 apparaît pour la première fois sur la 2e tour, la 3e fréquence sur la 4e tour, et ainsi de suite. On peut alors établir une équation qui nous donnera le nombre de fréquences dont on aura besoin dans le plan. N représente
le nombre de tours dans le réseau, et f, le nombre de fréquences minimum pour ce réseau. On a alors log base 2 de n est égal à f. Log, c'est une autre façon pour écrire les puissances. Donc par exemple, 2 à la puissance f sera égal à n. Par contre, le résultat doit être arrondi au prochain entier, même si celui-ci est lui-même un nombre entier. Par exemple, quand on a 4 tours, donc 2 puissance de tours, le réseau nécessite 3 fréquences, même si le log base 2 de 4 est égal à 2. Il faut rajouter à chaque fois 1. Alors, après avoir trouvé la solution pour la première partie de la problématique, nous avons poursuivi nos recherches en nous questionnant sur ce qui se passe quand les tours sont placées d'une façon aléatoire dans une ville au lieu de longer une autoroute. Alors, la première chose qu'on a constatée était que la façon d'ordonner les tours ne convenait plus. Dans la dernière partie du problème, on pouvait représenter un réseau de 3 tours comme ça, en haut. Et on était sûr que la zone de réception devait passer par la tour du milieu pour pouvoir accéder aux 2 tours placées aux extrémités du réseau. Mais maintenant que les réseaux sont construits en 2 dimensions, si les 3 tours sont placées pour former un triangle, il existe une zone de réception qui inclut les 2 tours de fréquence 1 et exclut celle de fréquence 2. Donc, avant qu'on continue la présentation, il faut que vous sachiez qu'on n'a pas trouvé de solution pour la deuxième partie de la problématique. Mais on va vous montrer les recherches qu'on a effectuées et les pistes qu'on a parcourues. Donc, la première remarque, c'est qu'il est difficile de créer un modèle définitif pour les tours placées dans une ville, puisqu'elles seront plus placées à équidistance. Et donc, les tours peuvent être très éloignées par rapport à d'autres. Alors, on remarque que le minimum de fréquence nécessaire pour le plan augmente rapidement en fonction de combien de tours il y a dans le réseau. Par exemple, quand il y a 3 tours, il est inévitable qu'on aura besoin de 3 fréquences. Mais il existe certains réseaux de 5 tours qui nécessitent aussi seulement 3 fréquences. Maintenant, les règles qu'on a établies précédemment ne sont plus valides. Quand le nombre de tours dans le réseau passe une puissance de 2, le nombre de fréquences minimum ne doit pas nécessairement changer. Voici quelques exemples en bas à gauche où le nombre de tours a dépassé une puissance de 2 mais n'ont pas gagné une fréquence. La première chose qu'on s'est demandé, c'est comment placer les fréquences pour que chaque zone possible contienne au moins une fréquence unique. Et alors, on relie chaque tour pour que les faces créées par ces liaisons soient des triangles. Ensuite, on associe une fréquence à chaque tour et on s'assure que si 2 tours partagent une liaison, elle n'est pas la même fréquence. Les liaisons ne doivent pas se croiser et cela permet que les 3 tours d'un triangle n'aient pas les mêmes fréquences. Il faut aussi être sûr qu'il y ait une fréquence unique dans tout le réseau. Donc, la méthode qu'on a conçue pour associer à chaque tour une fréquence est la suivante. On commence d'abord avec la tour la plus centrale du réseau, à laquelle on attribue la fréquence 1 et qui sera la fréquence unique. Ensuite, on attribue des fréquences autour du périmètre du plan en alternant 2 fréquences si possible. Puis, on termine par attribuer des fréquences aux tours intermédiaires en fonction des tours qui l'entourent. Si ces liaisons sont par exemple 1, 2 et 3, on lui attribuera la fréquence 4. Alors, on peut aussi déduire à l'aide du théorème des 5 couleurs que pour n'importe quel réseau, il faut au maximum 6 fréquences. Maintenant, on peut prouver que le maximum de fréquences est 6 par contradiction. On appelle R le plus petit réseau qui ne veut pas utiliser 5 fréquences. On appelle T la tour avec le plus grand nombre de liaisons du réseau. Donc, dans ce réseau, il existe une tour avec la 6e fréquence qui est celle avec le plus grand nombre de liaisons. Donc au milieu du schéma. Si son nombre de liaisons est inférieur ou égal à 4, il existe alors une 5e fréquence qu'on peut attribuer à cette tour. La deuxième situation est si la tour possède 5 liaisons. Si les tours qui l'entourent
ne sont pas connectées entre elles, alors il est possible de changer la fréquence d'une de ces tours et par conséquent changer la fréquence de la tour avec 5 liaisons pour avoir un nombre plus petit de fréquences. Le dernier scénario est celui où les tours qui encerclent la tour avec 5 liaisons sont reliées. Admettons que les fréquences de ces tours sont annotées en ordre croissant suivant le sens des aiguilles d'une horloge. Si les tours de fréquence 1 et 3 sont connectées, alors la tour de fréquence 2 est enfermée par leur liaison, voulant dire qu'elle ne peut pas se relier qu'aux tours 1 et 3. Mais cela signifie qu'elle peut changer sa fréquence à 4. Par conséquent, on peut alors changer la tour avec 5 liaisons à la fréquence 2 puisqu'elle n'est pas utilisée. La raison pourquoi on estime que le maximum de fréquence est 6 et non 5 est parce que le réseau de tours doit toujours contenir une tour qui a une fréquence unique et qui n'est pas partagée avec une autre tour du réseau. La preuve par contradiction ne prend pas cela en compte. On a essayé aussi de concevoir une façon d'attribuer des coordonnées à des points, enfin à des tours, mais on n'a pas trouvé de méthode pour transformer les coordonnées en fréquences. Donc la particularité de la construction, c'est qu'on a utilisé la même série que pour l'autoroute, avec des chiffres en abscisse et des lettres en ordonnée, mais dans le même ordre. Là c'est l'inverse sur le schéma. Bon. Mais le problème, c'est que il peut arriver que deux tours aient la même coordonnée en étant côte à côte et rendant le plan invalide. Merci de Non, attendez, avant de vous lever, on va quand même prendre la période de questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vers la fin de votre présentation, vous avez parlé du théorème des 5 couleurs, mais ce ne serait pas le théorème des 4 couleurs par hasard? Alors, en fait, c'est parce que le théorème des 4 couleurs, la démonstration, c'est énorme, ça fait 500 ou 1000 pages. Et donc, c'est plus facile d'expliquer avec le théorème des 5 couleurs. Est-ce qu'il y a un théorème des 5 couleurs? Oui. Ah, ok. Est-ce que ce genre de méthode pour relier avec les fréquences sont utilisées dans la vraie vie avec les tours ou pas? Ou c'est complètement abstrait? Tu veux dire, est-ce qu'on utilise ces méthodes dans la vraie vie pour les tours? Voilà. Je pense que oui. Parce que, le chercheur nous a donné le problème à résoudre et je pense qu'il avait la réponse parce qu'il a justifié le fait que sur l'autoroute, la formule log plus 2 de n est égal à f, il nous l'a justifié. Donc je pense que oui, ils utilisent ces méthodes-là. Mais on l'a pas trouvé. Ok, merci.